Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour votre journal du soir. Dans l'actualité, 18 mois avec sursis pour le gendarme reconnu coupable de l'accident de Jouer les Tours. En 2011, un groupe d'enfants de l'école de la Mignonne avait été fauché. Une fillette était décédée. La famille se dit satisfaite du jugement. La préfecture d'Indre-et-Loire renforce le plan hivernal. On attend des températures ressenties de moins 10 degrés ces prochains jours. Plus de places d'hébergement d'urgence pour les SDF. Un gymnase est réquisitionné et les maraudes seront renforcées. Nous avons suivi l'une d'elles justement. Et puis un point sur les effectifs du Tour FC. Après le mercato d'hiver, quel état des lieux? Eh bien Tours perd un joueur et en récupère 5, dont Andine Delors qui revient en prêt. Le jugement a donc été rendu aujourd'hui. Le gendarme qui a fauché un groupe d'enfants à Jouer les Tours en 2011 a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de la mort de Mélanie. La famille de cette dernière se dit satisfaite du jugement. Le gendarme est également condamné à rembourser 30 000 € de frais de justice à la famille. Les dommages et intérêts sont quant à eux pris en charge par l'État. Barbara Arsenault et Julie Debois. Ce jugement, les parents des victimes l'attendaient la peur au ventre. Et pour la mère de Mélanie, la jeune fille qui avait perdu la vie dans l'accident, c'est une décision satisfaisante. Je craignais qu'il ne soit pas reconnu coupable et je suis soulagée aujourd'hui qu'il le soit. Je regrette qu'il n'ait pas eu le courage de venir jusqu'au tribunal pour entendre sa sanction. Au-delà de la peine de prison, Grégory Potiron devra verser près de 30 000 € aux familles des victimes. Après 4 ans de procédure, la décision est rendue. L'idée est maintenant de tourner la page. Ce sera déjà quelque chose de passé parce que ça fait presque 4 ans et que c'est plus vivable. C'est plus vivable et que mon mari et moi sommes détruits et maintenant il faut qu'on pense à nous reconstruire pour notre petite. Les parents de Mélanie se disent soulagés mais pas totalement rassurés. Il leur faut encore attendre 10 jours avant de savoir si le prévenu décidera de faire appel. Dans l'actualité, une nouvelle grève des généralistes après 2 mois de mobilisation contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Ils étaient appelés à fermer leurs cabinets médicaux aujourd'hui. Tiers payant, revalorisation du prix de la consultation, voilà pour les revendications. On en parle avec notre invité, un représentant du syndicat MG France, le délégué départemental du syndicat MG 37. Rendez-vous à la fin de ce journal. La préfecture d'Indre-et-Loire renforce le plan hivernal d'hébergement d'urgence en raison des basses températures attendues pour les prochains jours. Météo France prévoit des températures ressenties de moins 10 degrés. La préfecture réquisitionne donc le gymnase Paul Racco à Tours. 32 places supplémentaires pour les SDF sur les 500 que compte le département d'Indre-et-Loire. Les maraudes sont également renforcées. Aujourd'hui, Croix-Rouge et Entraide ouvrière se les partagent sur la semaine, ces maraudes. Distribution de la soupe populaire et tournée dans les quartiers pour venir en aide aux sans-abri. Ces maraudes sont essentielles. Au moins une dizaine de personnes dormiraient dehors à Tours chaque nuit. Dossier signé Audrey Champigny. Tous les lundis, mercredis et vendredis soirs, ce camion blanc de l'entraide ouvrière garé en face de la gare est comme une petite lueur d'espoir, une main tendue pour les plus démunis. Un peu de chaleur, un petit sourire et surtout de quoi manger. Alors ce soir, il y avait de la soupe, il y avait du maquereau, des sardines, il y a du beurre gruyère, il y a du jambon, c'est un petit peu varié, il y a des fruits aussi. Et puis on leur donne des gâteaux, du chocolat, café, chocolat, thé. À 39 ans, Yannick, lui, a du mal à joindre les deux bouts. J'ai un enfant qui a 3 ans et je me prive pour moi que lui, quand je l'ai un week-end sur 2, qu'il a à manger, qu'il voit que je ne suis pas en galère. 20 h, l'heure de la maraude. Pendant près de 3 heures, l'équipe de bénévoles va sillonner la ville, s'arrêtant à des points stratégiques, le Sanitas, le Vieux-Tour, pour aller à la rencontre des sans-abri qu'ils suivent régulièrement toute l'année. La plupart refusent de parler de leur vie dans la rue devant la caméra, mais tous accueillent avec plaisir les bénévoles qui en profitent pour évaluer leur situation. T'arrives à serrer ma main ou pas? Est-ce que t'arrives à serrer ma main? C'est cyclique, il y en a qui vont venir très régulièrement, puis d'autres qui viendront tous les débuts de mois, toutes les fins de mois. Et par contre, effectivement, ceux qu'on voit tout le temps, on est habitué à les voir. Et quand on les voit pas, il n'a pas répondu, il n'a pas... On s'inquiète. Bruno, lui, a été signalé il y a quelques mois seulement. Il ne se rappelle plus depuis combien de temps il dort dans la rue,
Mais les hébergements d'urgence, il ne veut pas y aller. Je me suis tellement adapté que je me suis plus posé de questions avec le froid face à l'hiver. L'hébergement d'urgence, pour vous, c'est pas une solution? C'est pas une solution, c'est bien les hébergements d'urgence pour ceux qui en ont besoin. Vous, c'est pas... Moi, ça n'a jamais été quelque chose auquel ça m'attirait pas. Les foyers, je côtoie pas, quoi. J'ai côtoyé longtemps des foyers avec 180 lits. Autre phénomène de plus en plus courant, des familles entières se retrouvent à la rue et elles viennent parfois de loin. Toute ma famille, on vient d'Albanie. On est des exilés politiques. Nous avons fui pour beaucoup de raisons. Nous sommes en France car nous avons besoin d'aide. On n'a rien d'autre à faire, nulle part où aller. Vous savez, nous avons tout vendu en Albanie pour venir ici. Nous avons apporté des couvertures, c'est une famille, ils sont 6, donc les deux parents avec 4 enfants qui sont dehors ce soir et pour lesquels il n'y a pas de solution d'hébergement. Et donc nous ont demandé d'apporter des couvertures pour au moins se mettre au chaud dans une entrée d'immeuble. Alors que les températures devraient descendre en dessous de 0 dès ce soir, le préfet vient de réquisitionner pendant une semaine un gymnase quartier Tonlé avec 32 places. Une solution temporaire pour avoir un toit sur la tête et un lit, l'espace de quelques nuits au moins. Une visite ministérielle au programme demain matin. Le Premier ministre Manuel Valls se rend à Orléans pour signer le contrat de plan État-région pour la période 2015-2020. Ce contrat, il prévoit le financement de projets régionaux pour les années à venir. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, a de quoi être satisfait malgré la baisse des dotations étatiques. L'enveloppe allouée pour ce contrat est en augmentation. Les détails avec Aurélie Renaud. 365 millions d'euros, c'est l'enveloppe totale du contrat de plan État-région pour 2015-2020. C'est plus 18 millions d'euros par rapport au contrat précédent. Une nette amélioration de l'aide de l'État dont se félicite le président de région. En plus de ça, nous avons obtenu 187 millions pour le déploiement du très haut débit sur tout le territoire et ça intéresse notamment des territoires comme l'Indre-et-Loire et comme le Loir-et-Cher dans leur partie rurale. Cette nouvelle enveloppe positionne la région Centre-Val de Loire à la 15e place au niveau des dotations. Parmi les priorités, la mobilité, l'enseignement supérieur et le développement économique. Rénovation du nœud ferroviaire de Tours, c'est très important. Sur l'Indre-et-Loire, dans l'enseignement supérieur, la reconstruction de l'école Polytech dans des locaux neufs et fonctionnels. Sur le Loir-et-Cher, déblocage de certains sujets routiers, un embouteillage à la sortie de l'autoroute, Cap-Ciné, tout le monde connaît, une intervention de l'État pour soutenir les travaux routiers qui vont se faire. Et puis sur Blois, vous savez qu'on a créé l'école INSA, qui est une merveilleuse école d'ingénieurs. Il faut des locaux modernes adaptés. L'État va intervenir pour la modernisation et la construction de ces locaux. Demain, le Premier ministre Manuel Valls répondra à l'invitation du président de région et viendra signer le contrat de plan 2015-2020 à Orléans. Véronique Péan, secrétaire départementale du Front National, inaugure ce soir sur notre antenne nos rendez-vous des élections départementales. Face à la rédaction, une série de 4 rendez-vous avec les chefs de file des principales forces politiques en compétition en Indre-et-Loire. Suivront également des débats dans le 37 et dans le 41. Pour l'heure, face à la rédaction avec Véronique Péan, en voici un extrait. Elle revient sur la présence de l'ex-leader de Vox Populi sur la liste FN. Elle était sur un canton, Pierre-Louis Mériguet, qui est candidat sur le canton de Saint-Cyr. Véronique Péan revient également sur son programme local. Je pense que c'est un candidat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, légitime, pertinent et qui a tout à fait sa place. Je sais qu'il a peut-être eu des engagements antérieurs qui ne sont pas dans un groupe qui s'appelle les Vox Populi. Voilà. Très bien, vous savez, si on cherche dans le passé des autres candidats à ces élections, on trouvera des gens qui viennent de l'UMP, qui viennent du PS, qui viennent de groupes gauchistes. Puisqu'on parlait des collèges, on pourra repeindre tous les 6 mois les collèges si à l'intérieur du collège c'est toujours l'insécurité, le trafic de crack, la grève des profs et les gosses qui ne se lèvent pas pour la minute de silence, ça ne résoudra pas la question. Donc effectivement, je le dis, il faut voter pour les candidats du Front National.
à l'échelon départemental, dès maintenant. Un mot encore de politique dans le Loir-et-Cher. Cette fois-ci, après la défection pour les cantonales du député conseiller général Patrice Martin-Lalande pour raison de santé, un remplaçant a été trouvé sur le canton de Chambord. Il s'agit de Jean-Pierre Guémon, maire UMP de la Ferté-Beauharnais. Il sera en binôme avec Evelyne Fauché, adjointe au maire de Duison. Un point pour terminer ce journal sur le Tours FC, un point sur l'après-mercato d'hiver. Quels effectifs à Tours? Le club a vendu un joueur, il en récupère 5 autres, dont Andy Delors qui revient à Tours, mais cette fois-ci en prêt. Romain Delville, Amandine Piombini. Photo de famille du mercato hivernal au TFC. Un marché des transferts positifs pour le club tourangeau, qui certes a perdu en attaque Youssef Hannan, parti à Brest, mais qui voit son effectif renforcé de 5 joueurs. Où on est content avec le coach, c'est qu'on a réussi à amener ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire une force athlétique qui nous manquait. Ça, pour nous, c'était important. L'impact athlétique sur le terrain, ce sont Jonathan Nani-Zayamo et bien sûr Andy Delors en attaque. Côté défense, Alassane Touré et Joël Damaou. Et il y a le cas Bogdan Milosevic. Le Serbe a joué la fin de saison dernière avec le TFC. Le club n'a pas pu le recruter dans un premier temps à l'intersaison avec l'encadrement salarial prononcé par la DNCG. Cette fois, c'est fait, le défenseur s'entraîne à Tours et fait partie officiellement du collectif. Bogdan, lui, ça a été encore un peu plus long parce qu'il est là depuis juin avec nous, il a souffert beaucoup. Et on a pu le recruter aussi. Donc la difficulté dans un mercato d'hiver, c'est de partir complètement dans l'inconnu. Et là, on a essayé de lever pas mal d'inconnus, justement, puisque on connaît tous ces joueurs. Après le retard à l'allumage pour cause financière, après le retard pour cause de validation de visa, Milosevic attend maintenant d'être sélectionné par l'entraîneur. Je suis prêt, sauf que maintenant, il faut juste attendre le feu vert du coach. Milosevic n'est pas retenu dans le groupe pour jouer Angers demain soir, mais tous les nouveaux sont qualifiés, engagés dans l'opération maintien du TFC. Et comme le disait Romain Delville, le Tours FC joue demain soir en déplacement à Angers. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction.